Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation dans Être humain. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir. Dans un premier temps, voilà, je voulais te dire que tu es sans doute le dernier invité d'Être humain. La série va s'arrêter sur toi pour plein de raisons. Parce qu'on est quand même à, je sais pas, tu dois être le 43 ou 45e invité. Ouais. Donc tu connais un petit peu le principe d'être ouais, humain. Ouais, j'ai vu. Tu connais la première question? Le souvenir d'enfance le plus vieux. Exactement. C'est ça, ouais. Je te laisse répondre. Oui, en fait c'est un souvenir auquel je pense beaucoup en ce moment, c'est bizarre. C'était mon père qui m'apprenait à lire, et c'était très rare. Mon père c'était quelqu'un qui causait pas beaucoup, travaillait beaucoup, et ce jour-là il m'apprenait à lire, et je me souviens de la lecture, c'était un chien qui tombait au fond d'un puits, c'était une horreur, et je voulais pas pleurer en lisant devant mon père. Donc c'est marrant, c'est un souvenir qui en ce moment revient souvent. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et ça, je pense que c'est assez vieux quand même. Ouais, tu avais quel âge à peu près? Je commençais tout juste à lire, donc... Ouais, 4-5 ans peut-être? Ouais, peut-être, ouais. Bien sûr. Ok. Et le plus beau souvenir de ton enfance? De mon enfance, le plus beau, je pense que c'est les départs en vacances, en fait. C'est tous ces départs en vacances. Parce que, on était 8, plutôt une famille modeste, mais chaque été, on partait 1 mois, voire 2 mois en vacances. Wow. Ouais. Et vous allez où? On allait sur la côte atlantique à l'époque. J'habitais du côté d'Angers, nord-ouest de la France, donc on allait sur pas la Bretagne, mais la côte atlantique. Ouais. Et ça, pour moi, c'était vraiment des souvenirs. C'était les meilleurs moments. Pas Biscarros, mais les Sables d'Olonne, des trucs comme ça. Et la Bernerie, je me souviens aussi de ça. Il y a les Sables d'Olonne. Ouais. Il y a une journée particulière qui t'a marqué quand tu étais là avec tes parents en vacances? C'est le départ, charger la voiture. C'était le départ. C'était surtout la veille, en fait. Parce que dès que, à l'époque, c'était le 1er juillet, c'était les vacances, on partait. Donc c'était la veille, l'école terminée. Il fallait se coucher tôt. Je me souviens, ma mère, elle mettait des draps aux fenêtres pour qu'on puisse dormir. Et on partait à l'aube. Mon père avait une vieille Simca. C'était une Versailles. Après, je crois que c'était Simca à l'époque. Alors, oui, ça date des années 70, donc même avant, un petit peu avant. Quel genre d'enfant tu étais? Plutôt sage. Ouais. Sage. Il n'y a que, pour moi, là où j'ai... c'est pour moi, le truc qui m'a le plus plombé mon enfance, c'était l'école. J'avais horreur de l'école. Ça a été... C'est quoi qui te déplaisait dans l'école? Le fait d'être enfermé avec les autres, le fait d'apprendre. Et c'est surtout que je me souviens les premières années, là, c'était tenu par un couple, c'était une école qui était tenue par un couple, assez âgé, très sévère. Et moi, j'ai des souvenirs, mais c'était une horreur. Après, ils ne maltraitaient pas, mais c'était sévère. Voilà. Et donc, moi, j'en ai gardé un souvenir... horrible. Il y avait quand même une matière que tu préférais à l'école? Non. Aucune. J'y allais, je déconnectais, j'attendais que ça se termine. Donc, non, c'est une catastrophe. Donc mauvais élève Mauvais élève. Ah oui. Ah oui. Zéro partout. Zéro. Et tu avais des frères et sœurs? Oui, on était 8. 8? Ah oui. On est 8 enfants, oui. Et sur ces 8 enfants, tu es le 5e. 5e, ouais. Et tes frères et sœurs, j'imagine qu'il y avait des sœurs et des frères, vous n'étiez pas que 8? Oui, 3 frères. 3 frères et 4 sœurs? Ouais. D'accord. Tu étais le seul qui était aussi réticent que ça à l'école? Il y avait mon petit frère aussi, pareil aussi, ouais. Donc 2 dans la famille qui supportaient pas l'école. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait une bêtise quand tu étais jeune, une grosse bêtise? Oh, il y en a eu. Ah, ça c'est bien ça. Il y en a eu, la gourmandise, donc je piquais des chocolats, Et je me suis fait griller une fois, bon. Je me souviens aussi d'avoir cassé une pendule. Volontairement? Non, mais je l'ai cassée. Comment tu as fait? En fait, elle était posée sur un établi et on jouait dans l'atelier et j'ai marché sur l'établi et j'ai marché sur le verre de la pendule. Enfin, ça avait fait tout un scandale. Et punition?
Non, je me souviens pas. Non, non. Non, on est une famille. Il n'y avait pas trop de tendresse, tu vois. C'était comme à l'époque. Hein. Euh, il n'y avait pas trop ce mot d'amour. Il y avait pas. Mais il y avait une bienveillance. On était... Non, non, pas trop On sévère. peut dire que tu as vécu une enfance heureuse? Oui, Ouais, vraiment. oui. Ouais. Et les rapports avec tes frères et sœurs, ça se passait bien? Ça ou- se passait bien. Parce que 8 enfants, Ouais. Oui, oui, des fois on était jusqu'à 13. et les cousins, les cousines qui venaient. Parce que, ouais, non, il y avait des enfants à l'époque, alors je ne sais pas si c'est vrai, ça me paraît improbable, mais il y avait des enfants de la DAS qui venaient une journée ou deux en attendant une famille, enfin c'était... Ouais. Vous étiez C'était- pré-famille d'accueil de la Ouais, DAS? ouais. Mais à D'accord. l'époque ça devait se faire, aujourd'hui je pense que ça se fait plus. Je ça. sais pas. Ouais, Ils arrivaient avec leurs valises, alors c'était très dur. Hein, ouais, ouais. Ouais, j'imagine. On les avait avec nous une journée ou deux, ils partaient. Quoi. Et parmi tes frères et sœurs, il y avait soit un frère, soit une sœur avec qui tu t'entendais particulièrement bien? Ben, en fait, il y a deux groupes. Il y a les aînés, Mhm. donc, et après donc, les quatre derniers. Donc j'ai surtout grandi avec les quatre derniers, moi. Et moi j'étais l'aîné des quatre derniers. Ah ouais. Ouais. Et donc oui, mes deux frangins, mes deux petits frangins qui sont maintenant qui sont plus grands que moi en taille et en poids, ouais, on était tout le temps ensemble. Ouais. Quel métier faisait ton papa? Il était mineur, Mineur. dans les mines d'Ardoise, dans le Maine-et-Loire. Wow. Ouais. Puis c'était vraiment le mineur à l'ancienne, quoi, encore à l'époque. Hein. Non, j'imagine qu'il a dû vraiment Ah oui, il bossait, oui. Ouais. bosser Ouais, et ouais. rentrer le soir, et il mange et il se couche, quoi. C'est ça, mais il n'arrêtait pas. Il était toujours au jardin ou il faisait de la maçonnerie à la maison, enfin il n'arrêtait pas. Quoi. Ouais. Donc le- on n'avait pas de contact avec lui en fait. Ouais. D'accord. Mais à ces générations-là, mon grand-père était pareil, quoi. Voilà. C'était vraiment Ouais, travail, 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 Ouais, travail. ouais. Et le jour où il s'est arrêté, où il a plus pu travailler parce qu'il était trop vieux, ben, le déclin a été hyper rapide, quoi. C'est ça. Toi aussi? Oui, il s'est laissé aller. Ouais. Ouais, terminé. Oui, il a tenu son potager jusqu'au bout. Et puis quand il ne pouvait plus, ouais, ben, ça. Terminé. Ouais. Ouais, ça. Ta maman, j'imagine, avait 8 enfants, mère au foyer. À la maison. À la maison, de temps en temps, donc il y avait ses enfants qui venaient. Je pense qu'elle était rémunérée pour ça, je suppose. Mais c'est tout. Mais Ouais. c'est un sacré Enfin, boulot. c'est déjà énorme. Ouais. C'est aussi dur que Ouais, mineur ouais. de Ah fond. ouais, Hein. ah ouais. Il faut se lever à 6 heures, se coucher à minuit, quoi. Hein. Ah Ouais. oui, oui. Ouais. Vous l'avez dit un peu, ta maman, à préparer les repas, à faire le ménage, le repassage? Pas assez. Pas assez. Pas assez, bah, sûrement pas. Non, 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 c'était la guerre hein, pour ça. D'accord. Ouais. Donc, avec eux, des rapports, bah, je dirais à l'ancienne un petit peu, C'est c'est-à-dire ça. que voilà. C'était la norme, on dirait, à l'époque, hein, parce que je vois des parents, mais même moi, du coup, j'ai gardé ça avec mes fils, quoi. Hein. Leur dire je t'aime, j'ai du mal, quoi. Hein, tu vois. Ça change aujourd'hui, je pense. Oui, 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 carrément. Bah, je vois mon fils avec mon petit-fils. Ouais, c'est. Voilà, j'ai dit vas-y à fond, parce que nous, on n'a pas eu ça. Mais Quelles valeurs t'ont enseigné tes parents? le travail. Eh oui, le travail. L'école, pas qu'ils s'en foutaient, mais c'était pas une priorité. T'as jamais été engueulé parce que t'avais des mauvaises notes ou... Ouais, des remontrances de temps en temps, ouais, mais c'était pas une priorité. D'accord. Non, non. Malheureusement, c'est ça aussi. Ouais. Mais parce qu'il y a aussi le fait que je suis une génération où même sans diplôme, on arrive à se débrouiller. De nos jours, c'est fini ça. Ça a changé. Ah ouais. oui, je pense. Ouais. Alors, il faut vraiment en vouloir, quoi. Ouais, ouais. Tu as beaucoup déménagé, donc tu me disais que vous étiez dans l'Ardoise, L'Ardoise, c'était donc le Maine-et-Loire. c'est la Maine-et-Loire. Ouais. Après, j'ai grandi là-bas jusqu'à 18 ans. 18 ans, après je suis parti, j'ai bossé un peu à Paris, sans diplôme bien sûr. Et tu bossais dans quoi? Oh, j'ai travaillé dans un magasin, après... Donc, tu étais magasinier Non, dans un magasin où je mettais en rayon, Ah j'étais oui, tout d'accord. jeune, hein. Enfin Ouais. je sortais un supermarché, quoi. Ouais. Donc à Paris, bah, j'y travaillais, j'y allais tous les étés, ils m'avaient repris après. À partir de 16 ans, je travaillais, moi, les étés. Ouais. J'allais à Paris et j'allais dans ce magasin-là. Et là, comparé à l'école, en fait, tu étais plus actif. Oui, ouais. oui, oui. Ça te plaisait plus. Ah oui, quoi. oui, pour moi, c'est ça. Mais ouais. c'était parce qu'il y avait un salaire à la fin ou parce que tu étais dans Non, l'action? Non. l'argent, je m'en suis toujours foutu. Ouais. Quoi. J'en ai jamais manqué, mais c'est pas une priorité pour moi, l'argent. Tu étais un peu plus libre, en fait, pas enfermé quelque part. Mais c'était ce qu'il fallait faire.
Voilà, fallait travailler, fallait pas être feignant, c'était le mot-clé, quoi. Fallait pas être feignant, quoi, fallait y aller. Bon, voilà. T'aurais eu une PlayStation à l'époque, ça serait passé comment? Ah, peut-être que... Après, j'aime pas les jeux, donc... ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout ça, non plus. Ouais, voilà, moi, je l'ai eu un peu, mais j'ai vite raccroché. Non. Donc, le Maine-et-Loire, et après? C'est... attends que je me souvienne. Donc après, oui, j'ai fait gardien d'usine, enfin, plein de petits boulots. Et puis je suis parti, je suis tombé amoureux de ma première femme, qui était d'Aix-en-Provence. Ah, donc... T'as fait un bon choix déjà. Voilà. T'as choisi la ville ou la fille? Non, c'était la cousine. C'était la cousine de notre voisine. Et on s'est connus comme ça. Et du coup, après, de fil en aiguille. Donc vous êtes connus jeunes, j'imagine? Ah oui, j'avais 19 ans, 20 ans. Alors comment ça s'est passé? 20 ans, 21 ans, plutôt, oui, même. Raconte-nous un petit peu. Tu as été amoureux d'elle très tôt? Oui. Dès que tu l'as vue, coup de foudre réciproque? Oui. Ah oui, parce que pour tout quitter et descendre dans le sud, ça faisait un sacré changement. Et tu es descendu, tu avais quel âge avec elle? Donc plutôt 21 ans quand même. Ouais. Ah oui, c'est jeune. Ouais. Et le premier baiser, tu t'en souviens? Oui, c'était un retour de boîte à la sauvette. Ouais. Ça marque, hein. Ah oui, toujours. Hein. Ça marque, ouais. Et tu es arrivé à lui dire je t'aime rapidement? Ouais. Ça a été difficile. Ouais. Quand on est jeune, c'est difficile. Oui, je pense, oui. Comment je m'en souviens plus, mais... C'était uniquement dû au fait que tes parents avaient du mal à te le communiquer, que toi aussi tu avais du mal? Je pense, oui. Ouais. On m'avait pas appris ça, de toute façon. Oui. Et maintenant, avec le recul, comment c'est devenu plus facile? Par exemple, avec tes petits-enfants, c'est plus facile de leur dire, avec tes enfants aussi? Non, j'ai toujours... Tu as toujours du mal? Ouais, c'est toujours un effort. D'accord, ok. Ouais. Donc tu arrives ici dans le sud, Aix-en-Provence. Voilà. Et là, tu as un autre métier à ce moment-là? Ou tu es toujours de gauche à droite à faire des petits boulots? Je fais des petits boulots, préparateur de commandes dans une plateforme là, de magasin. Que des petits boulots, hein. J'ai toujours travaillé en fait. Je suis jamais resté au chômage. Et ensuite, je me souviens plus, tu vois. Donc il y a ça. Et après, j'ai basculé dans le bâtiment. Et là, ça m'a plu. Comment ça s'est passé? Une coïncidence? Ouais, c'était une connaissance, de... Et là, j'ai travaillé dans le bâtiment, c'était plutôt l'étanchéité. Et de fil en aiguille, comme ça encore, une succession de hasards. Est-ce vraiment des hasards? Ouais, c'est ça. Il y a un parcours de vie, de toute façon, qui est tracé, je pense, au départ. Quoi. Je vais en arriver à avoir l'idée de monter. Enfin, je l'avais vu faire déjà. Donc, monter du gravier avec de l'air comprimé sur les toits terrasses. Quand les étancheurs ont fini le goudron, il faut monter une couche de gravier pour protéger le goudron et faire du poids sur l'isolant. Et donc, avec une pompe, c'était une pompe à sable. Encore une fois, là, à l'époque, on pouvait le faire, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Une pompe à sable que j'avais modifiée, j'avais enlevé le batteur et j'avais mis une buse en bas. Enfin, j'avais bricolé le truc et ça marchait du tonnerre. Et à partir de là... Donc là, tu crées ta boîte. Ouais. À partir de là, ça... Et là, bingo. Ouais. Ah ouais, ça a marché du tonnerre parce que j'ai fini... Au début où j'ai démarré, il y en a beaucoup qui ont voulu faire comme moi. Donc j'avais 3-4 concurrents qui ont tous arrêté au bout d'un moment. Et moi, du coup, j'ai tracé droit après. Ouais, parce que... Donc tu as été entrepreneur avec des salariés, etc. Oui. Difficile le métier d'entrepreneur? Moi, non, j'ai pas trouvé. Non. J'ai pas trouvé, c'est le métier qui était dur. C'était physique. À la fin, j'imagine que tu étais moins sur les chantiers, plus dans les bureaux, non? Oui. Peut-être, ouais. J'ai connu cette période-là, mais je gagnais pas assez. Enfin, rien. Quoi. Prendre autant de risques pour un salaire classique. Du coup, après, à la fin, j'ai repris là où ça rapportait le plus, c'était à 2. Enfin, c'est fou. Quoi. Alors, on était hyper mécanisés, beaucoup de machines, mais à 2. Et là, là, c'était intéressant. Tu as gagné beaucoup d'argent pendant cette période-là? Je dépensais beaucoup. Ah, tu profitais. L'argent, j'ai pas le... C'est pas quelque chose d'important. En plus, je trouvais que je travaillais dur pour gagner ça. Donc, je respectais pas. L'argent, j'ai jamais respecté, en fait.
Oui, j'ai bien gagné ma vie. Hmm. Je roulais en... Enfin, je dis ça parce que tout de suite, le Parvenu, c'est Oui, ça, oui, c'est la grosse bagnole. Enfin, T'avais quoi comme caisse? c'était la classe E, mais le top modèle, quoi, le dernier modèle avec tout, quoi. C'est classe E, Lexus, la Jeep, enfin, c'est moto. Et puis surtout aussi les chevaux de course. Ah, ben tiens, je Ouais. l'apprends. Ah oui. Ouais. Les chevaux de course. Bon, j'en ai eu 2, c'est pas non plus. Mais j'y suis arrivé à ça, à ces chevaux de course, parce que mon frère était entraîneur. Donc, bon, bah forcément, voilà. J'ai commencé comme ça, et ça a été une belle aventure aussi. Donc Ça- tu as eu des chevaux de course, donc j'imagine une écurie. Oui, bah, une petite écurie, quoi. C'était pas Et non tu plus. les as fait concourir dans, Oui, ils dans faisaient des courses. dans des tiercés, des trucs Ouais, comme oui, ça. Hein. oui, bah, Ouais. des tiercés, Non, non, enfin, parce que je sais pas, mais- c'était des trotteurs, mais D'accord, ouais. je sais plus s'ils avaient fait des courses. Je me souviens j'ai eu des victoires, hein, notamment à Salon. Je me souviens de ça, l'hippodrome de Salon, des petits hippodromes, mais pour moi c'était formidable, quoi. À Cagnes, c'était terrible. Ouais. Et vous avez gagné de l'argent avec ces chevaux? Non. Non, c'était juste pour le fun, quoi. Presque quitte, on va dire. C'est Ah, déjà d'accord. pas mal, c'est déjà pas mal, exceptionnel. ouais. Ouais. Un peu comme être humain, ouais. Presque quitte. Ah ouais. Donc tu es toujours avec ta femme Non. à ce moment-là? Ah, Non. Ah non, non, moi j'ai divorcé, divorcé. On n'était pas mariés avec ma première femme, on n'a jamais été mariés. On a vécu un drame, un accident de voiture. Donc moi j'étais forcément sur les chantiers, je ne pouvais pas aller avec elle, je faisais que bosser. Et donc elle a eu cet accident de voiture. Et mon fils est resté du coup tétraplégique à la suite de cet accident. Et donc le couple en a pris un coup, forcément. Donc on est resté 5 ans comme ça après. Mais le couple a explosé, quoi. Il s'était... Enfin c'est comme ça, quoi. Le couple a explosé. Parce que j'arrivais pas à trouver ma place, tu vois, Ils avaient créé un couple entre tous les deux, la mère, le fils, et moi je trouvais plus ma place là. C'était plus possible, quoi. Donc on s'est séparés. oui, beaucoup de couples qui ont un enfant handicapé, beaucoup, 90%, 95% peut-être, ne survivent pas en fait au drame, quoi. C'est fou quand même. Ouais. Enfin, au contraire, ça devrait resserrer les liens, mais puis ça devenait invivable pour moi. Alors quoi, il y en a qui arrivent, hein. Moi je sais, j'ai eu... on fait un autre film documentaire là, auprès d'une abbaye, Notre-Dame de Bon Secours, là, qui est à côté. Et il y a une famille qui sont hyper chrétiens, pratiquants, etc. Et ils ont eu des enfants, entre guillemets, normaux, encore faut-il définir ce qu'est la norme. Et ils ont eu des enfants handicapés. Et malgré tout, ils ont décidé, tu vois, un peu comme c'est fort, d'adopter un enfant handicapé. En plus. Ouais, Tu te rends compte? ouais. Ça, c'est fou. Hein. Fut un temps, enfin, après un certain moment, la mère ne pouvait plus avoir d'enfant, donc ils ont décidé d'adopter un enfant handicapé. Mais handicap, c'est pas le petit handicap, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment lourd. Donc bon, voilà, tout existe en fait dans ce monde. Enfin voilà. On va parler un peu culture. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes comme musique? Ah, bah ça, c'est... Alors plus je vieillis, plus ça devient cool. Dans les années 80, j'étais très funk, disco, funk. Ouais. Alors dis-moi un peu. Earth, Wind and Fire, il y avait ça. génial. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore à l'époque? Murrayhead, je ne me souviens plus. Donc tu vois, enfin tout ce qui sortait. Cool and the Gang. Oui, forcément. Ouais. Boney M, Ouais. ça c'était bien Non, disco. peut-être moins, Boney M. Plus funk, quoi, funky, Oui, on va dire. ouais. Et du old funk aussi, style James Brown, Maceo Parker, des trucs comme ça, non? Peut-être Non, pas. moins. Non, moins. Tu as assisté à des concerts un peu? Peu. Ouais. T'es plutôt à écouter dans la voiture, en allant bosser, ou des trucs comme ça, non? Oui, tout le temps, en fait, beaucoup. Hein. Mais même quand j'étais ado, j'avais le poste de radio, j'avais le poste de radio, parce que c'était à l'époque, c'était Europe 1, le hit parade. Ouais. Ah oui, moi, très musique, ouais.
Mais par contre, j'idolâtre personne. Alors, je suis allé une fois, je me souviens, dans un concert, il y avait Bowie, putain, c'était à Nîmes. Ah, génial. Formidable. Ouais. Et puis, Bowie, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, les Souchons, les Woolsey, à Toulon. Mais alors, surtout, Johnny Hallyday. Ah oui, tu es un fan de Johnny. Enfin, je suis allé à un concert de Johnny, et franchement, là, j'avoue que le gars, il est trop fort. Ouais. Il était trop fort. Ouais. Ouais, t'as l'impression qu'il joue que pour toi. Le mec, il te regarde, quoi. Il dégage quelque chose. Un charisme extraordinaire. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu t'es tenté dans des pratiques artistiques? Non. Jamais. Non. Ni musique, ni dessin, ni peinture, écriture. Ça m'aurait plu, la musique. Moi, j'ai un... Ouais, le violoncelle, je sais pas pourquoi, voilà. Tu as vu le film Tous les matins du monde avec Marielle et le fils de Paris. Excellent ce film. Vraiment un film fabuleux. On en parlait hier soir. Ah ouais. Et vraiment, je trouve qu'il est, il est vraiment extraordinaire. La musique est magnifique. C'est vrai que le violoncelle c'est un instrument magique. Quoi. Ouais. Et les musiques un peu plus, entre guillemets, spirituelles, style musique indienne, Ravi Shankar, et trucs comme ça, tu n'écoutes pas? T'as jamais essayé? Non. Ah, c'est bien. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça fait planer. Hein. T'as l'impression d'avoir fumé un joint quand tu l'écoutes. Quoi. Ah ouais, je t'assure, c'est un truc, moi j'en mets, je plane de suite. Pour la méditation, ça doit être bien. Ouais, c'est très très bien. Quoi. Moi, ça m'endort à une vitesse. Quoi. Et alors, ce qui est de particulier dans cette musique-là, si je ne me trompe pas, c'est que les notes sont des syllabes de mots. Quand tu es initié, hein. Donc en fait, ça demande des années pour arriver à comprendre le message, parce qu'en fait les notes, la musique, c'est un texte aussi. D'accord. C'est quand même assez fou. Ah ouais. Donc, je connais pas du tout. Ravi Shankar, moi, j'écouterais presque que ça, quoi. Ça me plaît vraiment. C'est une musique qui fait vraiment quelque chose. On sent qu'il y a une dimension puissante et spirituelle derrière. J'écouterais parce qu'en vieillissant, on a besoin de plus de calme, quoi. Et bien alors là, tu vois, cette musique-là, elle est à la fois calme, mais très rythmée aussi. Ah ouais. Il y a beaucoup de percus, en général ils jouent à 3, donc il y a un percussionniste avec des tablas, c'est des grosses percus qui ressemblent un peu à des congas, etc., mais avec un son indien. Il y a un tempura qui fait plus violoncelle, et puis il y a le sitar indien qui lui fait plus les solos dessus. Tu vois. Mais c'est vraiment, même la fille il a eu 2 filles, le père Shankar, et une d'entre elles c'est Norah Jones. D'accord, je vois qui ça. Mais Norah Jones ne fait pas de la musique indienne, plus musique un peu folk, etc. Et l'autre fille, par contre, il a repris la suite du père, c'est juste excellent, quoi. Vraiment. Les années 80, tu les as vécues de plein fouet, parce que c'est... Ah oui. Alors c'était bien. Je suis un produit des années 80. Moi aussi un peu sur la fin, mais bon, tu as aimé? Bah oui, c'était beau, quoi. C'était C'est quoi qui te plaisait dans les années 80? Je sais pas, il y avait une certaine douceur quand même par rapport à aujourd'hui, quoi. On compare par rapport à aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a des avantages aussi. Mais quand même, il y avait une certaine naïveté. Je sais pas si c'est mon âge qui faisait ça, si c'est... Est-ce que tu crois qu'on était plus libre à ce moment-là, me semble-t-il? Oui, je pense quand même, oui. Ah oui, il y avait moins d'interdits en tout cas. C'est difficile, hein. Chacun va avoir un regard différent, mais moi en tout cas, je trouvais ça bien, quoi. C'était l'époque des boîtes. Tu aimais ça, en boîte? Ouais, je sortais beaucoup. Ah ouais? En boîte. Ouais, j'aimais bien. Et tu buvais? Non. T'as jamais été... Non, ça me rend malade, donc tant mieux. Ouais, c'est pas plus mal. Ouais. Si ça pouvait m'arriver. Tu lisais à cette époque-là? Pas assez, non. Non. Mais il y a quand même des livres qui t'ont marqué dans la première partie de ta vie, ou même maintenant encore, un livre qui vraiment reste ton livre de chevet, où tu te dis là quand même j'ai... Non. Gamin, je lisais beaucoup la Bibliothèque verte à l'époque, c'était ça. Et je me souviens d'un auteur qui s'appelait Philippe Pebly. Et c'était franchement, je me régalais à le lire, quoi. C'était un peu science-fiction. Hein. Ah. Oui, quand même, tu vois. Parce que ça parlait de voyage dans le temps. Tiens, tu vois, je m'en rends compte maintenant en t'en parlant, tu vois. Tu vois. Ouais. Ça parlait de voyage dans le temps, en fait. Et c'était super bien. Après,
J'ai vite eu une vie de vieux, moi, je trouve. Vite l'enfant, la villa, l'entreprise, ce qui fait que je lis plus maintenant. Et alors maintenant, tu lis quoi? Alors, c'est plutôt. Alors là, je suis plutôt dans la lecture spirituelle, on va dire. Quel genre? Ça va être des évangiles. Des évangiles, le Zohar, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ouais, j'ai pris un truc sur les anges, c'est... Dialogue avec l'ange, non, c'est pas ça? Ah bah ça, je l'ai lu aussi, oui. Alors qu'est-ce qu'il en a pensé de ce livre, tiens? Parce qu'il n'est pas facile, paraît-il. Pas facile. Ouais. Pas facile. Faut J'ai le lire 10 retenu une chose, moi, c'est une chose que... C'est quand l'ange demande à avoir un verre d'eau à côté, à proximité. L'eau, pour moi, l'eau joue un rôle, hein, vraiment, pour ces entités-là. Ouais. Ouais. Quel rôle, d'après toi? Ben, c'est la source de la vie, on va dire, de toute manière. Ouais. Je sais pas. Ça leur permet ça doit leur permettre c'est une porte d'accès. Je sais pas. Je comprends pas. C'est un support pour le message ou... Parce que moi, le problème, c'est que je fais le lien avec l'ufologie, beaucoup, du coup, par rapport à une expérience que je vais vivre beaucoup plus tard. Et il y a souvent l'eau. Moi, à chaque fois, il y avait l'eau. Donc, il y avait la mer, il y avait... la dernière fois, il y avait une réserve d'eau souterraine, donc la plus grande du département. Donc, à chaque fois, il y a l'eau. C'est bizarre, hein? Ouais. Alors, on parlait de spiritualité. Dans le livre audio que nous avons produit ensemble, donc le lien sera dans le descriptif ou peut-être il apparaîtra à l'écran, vous pouvez cliquer dessus et je vous invite à bien écouter en fait le message, ton message, qui est vraiment un message qui est un témoignage que je trouve très sincère et surtout juste et qui fait comprendre assez rapidement en fait quand on te connaît et qu'on a pu échanger ensemble que tu n'es pas un uluberlu, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose vraiment derrière et ce qui t'est arrivé c'est pas une hallucination, t'as pas pris du LSD ou t'es pas un mytho ou un truc comme ça comme je le disais, tu vois. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur la spiritualité et dans ce témoignage tu fais allusion à un moment donné à ta maman où tu dis qu'elle a eu une sorte d'apparition mariale. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est pas une sorte d'apparition, c'est une... vraiment une apparition mariale, parce que là je l'ai vu juste après l'enregistrement qu'on a fait ensemble. Je suis monté là-haut et je l'ai enregistré du coup. Et non, c'est vraiment une apparition mariale. Alors, elle a 91 ans aujourd'hui, mais elle s'en rappelle très bien encore. Alors dis-nous un petit peu dans les détails comment ça s'est passé. Et donc, elle était toute petite, elle allait à l'école, et elle a entendu un gros coup de tonnerre dans le ciel. Alors qu'il n'y avait pas d'orage? Non, ciel dégagé. Et elle a vu le ciel s'ouvrir et une femme habillée en bleu apparaître avec, comme elle dit toujours, quelque chose à la main, mais elle ne se souvient plus quoi. Quelque chose à la main. Et donc elle est restée comme ça, voilà, béate, quoi, regarder ça. Et ça s'est terminé comme ça, voilà, ça s'est refermé. Son comportement a changé après? Je lui ai pas demandé, je sais pas, elle était vraiment enfant. Hein. Et donc chez elle, elle pouvait pas en parler parce que... Et elle a une copine, après arriver à l'école, elle en a parlé à une copine, et la copine avait vu aussi ce truc. Alors qu'elle n'était pas au même endroit? Non. C'était au même moment qu'elle... Au même moment. Ouais. Ouais. Et donc elle nous racontait ça, nous on était gamins, nous, tout ce qui est pas... Le paranormal, c'était pas notre truc. Mais bon, si elle le disait, quoi, c'est parce qu'elle l'avait vécu. Quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une relation de cause à effet avec ce que tu as vécu toi après? Sans doute. On peut pas... C'est pas neutre. Ah bah oui. Sans doute. Après, ta maman est devenue plus croyante, plus pratiquante ou non, elle a continué à être mère de famille? On était catholiques, mais par tradition, quoi. C'était pas... Non, on respectait, mais sans plus, quoi. On allait à l'église pour les mariages, quoi, ou les baptêmes. J'ai fait ma communion. Hein, j'ai porté l'aube avec le cierge à la main, bien coiffé. Ça t'a plu? J'ai pas un souvenir. Voilà. Mais sans plus, non.
Donc, tu es entrepreneur, tu mets Oui. des graviers sur des toitures pour Ouais. faire de l'étanchéité. Sur tout le sud-est, Sur tout le voire le sud-est. sud. J'ai même fait un petit peu la Bretagne pour m'amuser. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et ça s'arrête comment? Alors là, oui, ça c'est un truc que... Après, je suis un électron libre. Moi, je suis libre dans ma tête, tu vois. Il y a un moment donné où j'ai voulu arrêter, j'ai arrêté, quoi. J'avais tout. Comme ça. Ouais, ça faisait 24 ans que je faisais ça. Mais il y a eu une réflexion même pas mûrie. Si, ouais. Bah, il a fallu des années pour réduire un peu le chiffre, pour ne pas arrêter une boîte comme ça qui marche. Et puis en plus, je voulais me payer le luxe, le luxe de tout détruire, quoi. Donc, et en fait, ce sont des Belges qui sont arrivés, qui ont su que je voulais arrêter, ils l'ont su par un tel je ne connais pas, enfin bref. Ceci dit, ils sont venus une fois ici à Toulon pour voir comment ça marchait, ils ont dit on achète, et ils sont partis avec. J'ai plus Et quand revu. tu dis je voulais tout détruire, c'est casser les machines, tout ça? Oui, voilà, Ah oui, ouais. oui. Fermer la boîte, quoi. Ouais. En fait, non. Et puis c'était bien comme ça aussi, ouais. J'étais content. Et pourquoi tu as voulu arrêter? Comment tu expliques que Alors, tu as voulu arrêter? Bah, j'avais pas d'explication jusqu'à il y a peu. Et c'est quand je pense que c'est lié à une observation que j'ai faite, parce que j'ai vu 3 fois une espèce de truc dans le ciel bizarre, ce qu'on appelle un ovni cigare, bon, qui faisait une danse particulière à chaque fois. Hein, et donc c'était à la deuxième observation. Je pense que là, ça s'est mal passé, parce que c'est après que j'ai eu des insomnies, des cauchemars. L'air de me dire, je ne suis pas sur le bon chemin. Tu n'es pas à ta place. Ouais, voilà, ça va pas. Et c'est vrai que j'étais pas à ma place. J'étais pas bien dans ce rôle-là, tu vois. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où tout a dégringolé, quoi. Dégringoler ou remonter? Ah oui, après, oui, mais il faut d'abord tout détruire pour pouvoir repousser après. Oui, c'est ça. Hein. Mais je pouvais plus. Physiquement, j'étais rincé, je dormais mal, cauchemar. Moralement en plat? Oui. Un burn-out en fait, quelque part? Oui, en quelque sorte, oui. Ouais. Bon. Donc tu décides de tout arrêter. Allez, comme ça, stop. tu vas à des Belges. On change de vie. On change de vie. Tu es divorcé, enfin séparé de ta première femme à ce Première moment-là? femme, oui, ça fait un petit moment déjà. Hein. Ouais. Et donc tu as J'étais en couple à nouveau, et là, cette fois, je m'étais marié. Donc, par contre, ma deuxième femme, qui est une personne adorable aussi, mais je la comprends, ça ne lui a pas plu. De quoi? Le fait que j'arrête tout, Ah oui. que je change de vie. Donc, deuxième divorce, enfin, deuxième séparation. Et je me réfugie plutôt dans le Haut-Var. J'avais une petite résidence là-bas dans le Haut-Var. Je me débarrasse de tout. Et je voulais travailler dans les vignes. Bon, j'ai pas trouvé dans les vignes. Là, Pourquoi les vignes? Je sais pas, ça me plaisait. Je voulais voir comment ils faisaient le vin. Je voulais voir. Voilà, je voulais aller Être moins enfermé, être plus proche de la nature? plus proche de la nature et puis surtout voir, quoi. Je voulais faire un peu les vignes. Après, je voulais me casser. Je voulais, tu vois, bouger. Pendant 24 ans, j'avais fait le même truc. Je vais bouger cette fois. Ouais. Et puis, comme en fait, c'était parce que j'avais mon poids lourd, en fait. J'avais tous les permis. Pour dépanner, on m'a dit, tu peux pas aller là, ils cherchent des chauffeurs. Et c'était cette fameuse entreprise qui fait les explosifs civils. Donc, bah oui, ok. Qui servent pour Les carrières. Les carrières, les avalanches, les trucs comme ça. Oui, peut-être. voilà. Ouais. Démolition, un peu. Ouais, c'est pas de l'explosif guerrier, quoi. Non. Et puis, j'y suis rentré, et puis, écoute, franchement, j'y suis resté, quoi. Parce que, déjà, le cadre était magnifique. C'est un dépôt qui est en pleine colline, perdu. Et là, j'ai commencé comme convoyeur, chauffeur. Après, ils m'ont appris à fabriquer. Ensuite, ils avaient besoin de mettre en place une traçabilité, parce qu'il commençait à y avoir les attentats, donc tout tracé. Et donc, ils m'ont confié ça. Enfin, j'étais le seul à prendre ce poste, personne n'en voulait. J'ai bien fait. Après, donc, j'ai fait ce magasinier. J'étais adjoint responsable. En 7 ans, j'avais fait tous les postes, en fait. Et puis maintenant, j'y reste, quoi. Il te plaît ce métier encore à l'heure actuelle ou t'en as marre? C'est pas... Ouais, non, ça va, c'est pas... Mais au début, ça te plaisait quand même? Sans plus, non, sans plus. Hein. Mais c'est le lieu me plaisait, et puis non, ça allait, ouais.
Mon premier job, oui, il me plaisait. Là, tu le fais, c'est alimentaire, on va dire. Voilà, ouais. Donc bientôt la retraite. Ouais, Tanguy. dans 6 mois, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah, moi, ça me fait pas peur du tout. Hein. Ouais. Tu vas avoir des choses que tu vas enfin pouvoir faire. Ouais, exactement. Tu sais lesquelles? Ouais. Bah, regardez mes arbres pousser, je crois que c'est ça surtout. Ah ouais. Mais ça, je le dis depuis des années, quoi. Donc, Prendre et je suis complètement dedans, quoi, c'est ça. Prendre le temps. Oui. Tu fais de la culture potagère, des trucs comme ça? Non, mais c'est tout prêt. C'est tout prêt. Ouais, dès que je suis à la retraite, tu as acheté les graines. Ouais. Le terrain est prêt. Et tu sais que c'est. Moi, je le fais depuis quelques années. Ça a l'air simple, Ouais. mais c'est loin de l'être. Ouais. Il faut comme beaucoup de choses dans la vie, il faut faire beaucoup d'erreurs pour comprendre. En fait, Ouais. il suffit pas de lire un manuel, tu vois. Exactement. Alors moi, par exemple, j'ai fait. Ça fait presque 20 ans que je fais ça. Et l'année dernière, dans la 19e année, j'ai fait une grosse boulette. Ça fait 2 ans, je sais pas pourquoi. Je suis parti dans le trip de trop arroser. Je trouvais que c'était sec en fait. Et en fait, c'est une erreur fondamentale. Il faut peu arroser, quoi. Au début un petit peu si tu veux, et après petit à petit, plus la plante grandit, plus ses racines sont profondes, donc plus elle va chercher l'humidité, et quand les racines se développent, la plante se développe. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'extérieur est à l'intérieur. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il y a toute une symbolique derrière tout ça, donc il faut faire attention au traitement, etc. C'est vraiment... pas forcément trop enlever d'herbe, il faut en laisser un petit peu. Donc ouais, c'est tout savoir tailler, quand tailler, tu vois. C'est tout un truc. Hein. Et il y a des sols qui sont plus adaptés à certaines formes de culture, d'autres non, etc. Donc c'est tout un truc, quoi. Vraiment, c'est... Et il faut apprendre. Tu voudrais faire de l'élevage un peu aussi? Non, non, pas du tout. Par contre, non. Que de la tomate, de la courgette, de l'aubergine, du poivron. Exactement. De la ratatouille, quoi. Ouais, voilà, exactement. Non, puis il y a aussi le fait qu'à la retraite, ma femme est professeure des écoles, donc moi, ce que je veux, c'est... Voyager? Ouais, partir. Pas voyager loin, mais partir. Camping-car ou pas? Non. Non, t'aimes pas ça, hein? Non, la route... Ouais. Non. Bagnole, hôtel... Non. Et en France ou à l'étranger? Non, en France, moi, ça me va bien. Ouais. Il y a des régions plus particulièrement qui t'attirent? J'aimerais aller à Biarritz. Pourquoi? Je sais pas. Tu as des lubies d'un coup comme ça. Ouais, je veux aller à Biarritz. J'irai voir ça, j'irai voir la côte comme ça. Oui, m'en bouger, quoi. Tu iras aux endroits qui sont un peu mystico, paranormaux. Non, tu vois, c'est bizarre, hein, je suis pas attiré par ça. Il y a le col de Vence, c'est ça? Ah le col de Vence, j'y vais, mais je m'en fous de là-haut, je regarde les gens parce que je me suis fait des amitiés. Il y a vraiment du monde qui est présent. Ouais, on se retrouve des fois, enfin ça m'est arrivé 2 fois d'y aller, mais à chaque fois je passe un bon moment, quoi. Mais j'attends rien. Mais c'est plus pour le fun, discuter avec les gens. Oui, voilà, voir du monde. Et tu as rencontré des gens là-bas qui voyaient de temps en temps des trucs un peu strange? Ah oui. Ah, oui. Mais en ta présence, jamais? Non. Non. Tu as remarqué un truc, bon ça on va y venir après parce que le sujet qu'on va aborder dans la deuxième partie, il est costaud quand même, mais en aparté là comme ça, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont choisis un petit peu pour voir des choses et que il y en a, ils verront jamais rien de leur vie, quoi, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas la sensibilité. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai remarqué personnellement. Dans la vie, on a des moments où on est vraiment en bas, très proche de la dépression, où on est dans une forme de sursensibilité exacerbée, qui est équivalente paradoxalement avec des moments de joie intense, notamment quand on découvre l'amour d'une personne, son premier amour, son deuxième, son troisième, etc. On est vraiment dans un état de grâce, aussi bien dans ce cas-là positif, mais dans un état de profonde dépression quand on est dans la négativité, et souvent ça correspond aussi parce qu'il y a une forme de peur de l'abandon avec la personne qui nous a laissés ou qu'on laisse et qu'on se retrouve seul et démuni. Et c'est dans ces moments-là, en fait, je trouve, et tu me diras si tu partages ça avec moi, que cette sensibilité, hypersensibilité qui est exacerbée, où on arrive à voir des synchronicités avec le monde qui nous entoure, des signaux qu'on ne voit pas quand on est sur une moyenne de 10 sur 20. Tu as remarqué ça aussi? Je suis d'accord avec toi aussi. Ouais, tu as le cœur à vif. Donc,
Alors justement, on vient d'évoquer ce mot-là et je ne l'avais pas noté dans mes questions, mais durant toute cette période-là, en fait, de la première observation qu'on va détailler jusqu'à la deuxième et avant peut-être la troisième, et peut-être après, tu parles dans ton témoignage qui s'appelle Contacter de synchronicité. Alors raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as vécu comme synchronicité? Wow. Ouais. Je ne sais pas si on a le temps. Ouais. Ah si, Je veux bien. Hein. On a toute la journée. Ouais, ouais. Enfin, j'ai un rendez-vous à 15h50 chez Ophtalmo, mais... Alors, synchronicité, c'est par exemple, c'est parfois très simple. Hein. Après, quand tu les vois, il n'y a pas juste le fait de le voir, c'est que tu ressens quelque chose aussi. Moi, je pense avoir tout eu. Donc il y a cette... par exemple, je vais voir... C'était au tout début. Au tout début, je n'osais pas parler, je disais rien. Donc suite à la première observation? Non, deuxième. Troisième, pardon. Ah, troisième, oui, le contact. Après le contact. Après le contact. Je suis resté 2 ans sans rien dire. À personne? Ah non. À peine à ma femme, c'est tout. Et encore? Ouais. Du style, ouais, j'ai vu un truc un peu bizarre, Voilà. mais ouais, c'est tout. Ouais, Quoi. ouais. En état de choc. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais. Ah oui, en état de choc, 2 ans. Et donc là, synchronicité après la troisième observation? Après à partir du moment où j'ai accepté que j'en ai parlé à un ufologue, là, ça s'est mis en route, mais alors vas-y, des facultés psy en plus, oui. ahurissantes. Oui, oui. Ah oui, oui, j'ai basculé dans un autre monde, quoi. Alors, je suis curieux. Ah, ouais. Non, mais ça commençait, c'était tout simple. Hein. Ouais. Par exemple, la première fois où j'en parle, donc je raccrochais avec l'ufologue. Je raccrochais, j'avais tout raconté. Je comptais pas lui raconter l'aspect spirituel, le contact lui-même. Je voulais parler quand même de mes observations, parce qu'il y en avait eu 3. Et puis, j'ai dit, je vais y aller doucement. Je vais rester que dans le tollé-boulon. Parce que c'est dur, le reste, c'est dur, quoi. Faut encaisser. Et finalement, mon corps, mais déjà, j'arrivais pas à parler. J'oubliais de respirer. J'arrivais pas à respirer et parler en même temps. Et donc à ce moment-là, je m'aperçois que, mais sans que je le contrôle, je raconte tout au gars, quoi. Je lui raconte tout. Voilà, la sortie de corps, enfin tout le bazar. À un moment donné, il me dit, mais vous avez fait une sortie de corps. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai raconté, quoi. Enfin, on arrivait là, quoi. Mais ça, c'est... On est 2 ans après. Hein, oui, 2 ans après. Mais est-ce que c'est une synchronicité? Non, ça c'est ouais, pas. Ça c'est pas une synchronicité. Donc après. Tu raccroches? Oui, je raccroche et tout de suite je bascule dans un autre monde. Enfin, de suite. Je suis différent, oui. Tout de suite. Mais il y a eu des détails autour de toi, style, je te dis n'importe quoi, mais un verre qui casse ou je sais pas, tu vois. Non, si, en bois. Ouais. si. Non. Si, vas-y. Non, mais ça restera entre nous, il n'y a personne qui va voir la vidéo, ouais, d'accord, on la gardera en privé. C'est ça, ouais. Ouais, ça commençait tout doucement et en douceur. Mais ce qui m'avait pas plu, c'est que ça avait impliqué ma femme, parce que ma femme avait commencé un bouquin 2 semaines avant. Et donc, je descends, j'étais à l'étage, je descends, mais j'étais sonné de ce que j'avais dit. J'avais tout sorti, quoi. J'ai dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit, mais enfin voilà, pense à autre chose, maintenant c'est bon, quoi, tu vois, elle veut me booster un peu. Je dis, ouais, mais tu te rends compte? Et à elle, j'y avais raconté, et j'y raconte, ça avait besoin de sortir, j'y raconte une deuxième fois, tout en détail, tout. Comme tu l'avais fait à et je le revivais en même temps, vraiment à 100%, quoi. Waouh, mais dans le deuxième coup de masse, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Elle monte à l'étage, elle va continuer son livre, elle m'appelle, et elle lisait un livre, je crois que c'était Respire et il y a un moment donné où le gars, il fait un voyage astral, un truc comme ça, tu vois. C'est un gars qui fait du yoga pour se guérir d'un handicap, justement. Il est beau, ce livre. Et elle tombait juste au moment où il raconte son voyage. Et ça reprend un peu les termes, les mots que je venais de dire. Regarde. Et quand je vois ça, je dis, waouh, ils sont trop forts. Donc ça, encore, c'est gentil. Mais ça ne m'avait pas plu parce que ça impliquait ma femme, quoi. Après, plus tard, je vais faire la demande voilà, que ça soit plus discret. Et puis, c'est par exemple, tu te surprends à une phrase en boucle, à dire une phrase en boucle, et c'était, en fait, c'était impose-toi. Parce que je venais voir un truc, des conneries sur l'ufologie, et il y en a des tonnes. Hein. Sur le net, c'est fou, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Et donc, j'ai lu ça, impose-toi. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en train de dire une phrase en boucle, quoi.
Et tu sais ce que c'était cette phrase? C'était impose-toi. Impose-toi. Impose-toi, Impose-toi, impose-toi. impose-toi. Et donc je me lève, et il y avait une revue qui était ouverte, par exemple, puisque tu veux des synchronicités, c'est ça. Et bon, je regarde la revue, le premier truc que je vois, c'est marqué impose-toi. Je dis, ah, ouf, tu vois. Mais le pire de tous, en synchronicité, mais là c'est un peu long, hein, mais Vas-y, je veux bien vas-y. t'expliquer. Ah oui, je veux bien. Avec plaisir. Parce que celui-là, il était marrant. En plus c'était. Ouais, si c'est fun, c'est encore mieux. Ah, il était génial celui-là. Franchement, c'était le plus fort, parce qu'il impliquait plein de monde. Et c'était un concours de circonstances. Mais là, il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Le fait d'avoir vécu ça, d'avoir vécu ça, j'ai ressenti comme j'étais amputé de toutes mes références religieuses. Parce que j'étais catholique, sans plus. Je le gardais dans un coin. Je me dis, si la vie devient vraiment trop dure, tu as toujours ça, tu vois. Donc je voulais le garder pour moi. Enfin, j'avais ça. Mais jamais j'aurais pensé que le fait de ne plus l'avoir me manquerait. Et c'était le cas. J'avais plus de références religieuses, j'étais perdu. Et puis, c'est tombé à un moment aussi où je me dis... Parce qu'il y a des moments où ils sont là, où je sens des trucs, voilà, et des moments où... Mais ça faisait aussi partie de ma demande. Comme en ce moment, je suis tranquille. Ça faisait aussi partie de ma demande. Donc, et c'était un moment où j'étais tranquille, il n'y avait plus rien. Et je disais, tiens, j'aimerais bien savoir si vous êtes toujours là, toi. Enfin, tu fais une demande, comme on dit souvent, tu fais une demande au ciel. Ok, je vais essayer. Et bon, là-dessus, j'ai un collègue qui me parle de sa mère qui a un cancer. Et quand il me dit ça, je sais pas, je dis putain, qu'est-ce que je fais là, quoi. J'ai pas l'envie d'y aller, quoi, tu vois. L'envie d'aider, l'envie de, voilà, la compassion. Mais fou, quoi. Un truc que j'avais pas ça avant, tu vois. Et donc je me dis, il faudrait que j'essaye le magnétisme. On dit souvent, les mecs qui ont vécu un contact comme ça, après ils ont des dons. Bon, pourquoi pas. Je m'inscris pour une séance un cours, ça s'appelle le Lao Chi. C'est pas très cher, et puis ça dure une journée surtout. On te donne les bases, et puis tu peux te débrouiller tout seul. Après, je dis, ouais, pourquoi pas. Je vais voir si au moins ça peut me donner des bases et me conforter dans l'idée d'aller dans cette voie-là. Bon, pourquoi pas, même si c'était pas... Et donc après... donc je m'inscris, c'était prévu pour le samedi, et le jeudi après-midi, je suis bizarre. Bon, ben là, je sais que... Enfin, j'ai les capacités, j'ai un truc... ça fait comme un voile qui se pose, et voilà, je palpe, je sens les trucs, ils sont là. Enfin, je dis ils sont là, mais en fait, non, c'est... Voilà, un voile qui se pose comme ça. Et puis, il me prend l'envie, la lubie de regarder des témoignages de gens qui disaient qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Bon. À l'époque, je n'avais pas beaucoup fait le lien entre le spirituel, le religieux et ce que j'avais vécu. J'avais du mal à le faire, tu vois, je résistais encore. Mmh. Bizarre. Je dis, ok, j'obéis, je regarde une première vidéo. La femme, c'était un témoignage qui était magnifique, hein, mais au début, il commence, c'était bizarre, parce qu'elle a dit, j'ai vu mon torse s'ouvrir. Ok, waouh, c'était gore, quoi. Et puis après, non, au fil du temps, on s'aperçoit que non, c'est un beau témoignage. Je veux en regarder un deuxième, donc je fais défiler, tu sais, sur le téléphone, sur YouTube, et j'accroche les shorts, là, tu sais, les petites vidéos, là. Ah, et il y en a une qui s'affiche, et c'est un gars qui tape tous les plots sur l'autoroute, les plots de chantier, et il se filme en plus en faisant cette connerie. Je dis, c'est pas possible. Et puis voilà, donc je l'enlève, et je regarde un autre témoignage. Bon. Le soir se passe normalement, rien de plus. Bon. Le vendredi, le samedi, donc le jour du cours, on va chez une dame, on n'est que 3. Et le vendredi soir, elle nous envoie, attention, on est dans le quantique, donc ça peut commencer déjà, les effets peuvent commencer. Ah oui, d'accord. Le Lao Chi, ça soigne un peu, ça soigne aussi les blocages aussi, tout ce qui est blocage et tout ça. Et physiquement, et les blocages. Et donc, j'arrive le samedi, donc on est 3, dont une naturopathe et un gendarme, bizarrement, un gars qui est passionné par ça, qui cherche à comprendre, pourquoi pas.
mais un gendarme inscrit de dernière minute, qui vient de loin. Elle était étonnée, enfin, la thérapeute était étonnée, mais bon, allez. Donc on commence l'initiation. L'initiation, ça commence par... on est allongé sur un lit dans une pièce, là on est tout seul, et elle pose les mains, c'est pour soi-disant initier. Je suis le dernier à passer, et à un moment donné, elle me dit... mais moi je sentais rien, j'étais allongé, mais après je suis pas à l'aise dans ce genre de truc, tu vois. Donc je m'étais dit, c'est parce que je suis pas à l'aise, bon, tu vas voir que ça va pas marcher. Et effectivement, elle dit, Thierry, je suis désolé, mais où tu l'es, où j'y arrive pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est un pile poil. Bon, bah, après ce que j'avais vécu en 2017, je me dis, bon, bah, je dois être chargé à bloc, hein, c'est normal. Et puis en partant comme ça, elle me dit, mais c'est bizarre, quand je suis passé au-dessus de ton torse, j'ai vu ton torse s'ouvrir. Waouh! Là, j'ai fait le lien avec la vidéo. Mais moi, j'y pensais même plus à ça. J'ai fait le lien avec la vidéo tout de suite, le torse s'ouvrir. Et elle s'en va comme ça, et puis, pétard, mais j'avais un poids ici sur le plexus solaire, mais vraiment quelque chose de posé. Une quoi. forme d'angoisse Non, c'était un comme poids si on physique. t'appuyait. Comme là, voilà, je d'accord. m'appuyais dessus. Je regarde, il n'y avait rien, je fais ça. Mais c'est quoi ça? J'ai un truc sur le plexus solaire. Ça t'empêchait de respirer? Non, mais c'était un poids, vraiment, je le sentais vraiment. Et elle me dit, ah oui, j'ai vu une tempête de sable dans ton cœur. Bon, ça va bifurquer sur une autre histoire encore après. Mais là, j'ai pas compris. Mais je vais comprendre, mais plus tard après. Et puis on descend, et puis la journée se passe, on apprend le truc, voilà, c'est basé sur des prières, sur des êtres de lumière, sur des Jésus-Christ, enfin des... bon. Ça te passionne pas en gros aussi quand même? Non, ça t'intrigue? Non. Ça te fait un peu chier quoi. Pas ça, mais t'es un peu indifférent. Ouais, tu te rends compte à 60 balais. Ah oui, tu passes d'un. J'en ai vécu des trucs avant. Ouais. Et ça me passait au-dessus de la tête, quoi. Ouais. C'est mes fils qui m'ont rappelé ça, des trucs. Mais tu te rappelles ça, mais tu te rappelles ça. Moi, je m'en souvenais même pas, quoi. C'est des trucs qui me passent par-dessus la tête. Et donc, c'est à mon tour de faire le thérapeute. Et mon patient, c'est le gendarme. Donc, je fais le truc. Mais je le fais bien, par contre, parce que... Donc, tu suis un protocole. Ouais, d'accord. Ouais. Et puis, il y a une façon de... le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, il y a maintenant, quand je me concentre, je me remets un peu dans l'état où j'étais là-haut, quoi. C'est-à-dire dans la non-pensée. J'arrive vraiment à ne pas penser, c'est trop bon, ça. Et puis, je suis dans le truc. Et puis, après, on fait le débriefing. Il s'assied. Alors, il raconte qu'il a senti la chaleur. Bon, je ne sais pas s'il a voulu me faire plaisir. Tu vois, j'ai même du mal à le croire. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Hein. Okay, il y a une espèce de forme de méthode Coué, d'auto-induction. Ouais. Et puis après, il hésite. Tu vois le gendarme quand même, un mec a beaucoup d'assurance, tout ça. Il hésite. Mais c'est drôle, il y a un moment donné, je me suis vu sur l'autoroute et je tapais tous les plots de chantier. Comment c'est possible, quoi? Et j'y pensais plus. Fou, ça. C'est pas moi qui lui ai... j'y pensais plus. Il y a un autre intervenant, ils se sont amusés, là. Sur un gendarme, en plus. C'est bizarre. Hein. C'est fou, hein? Ouais. Là, tu te dis, non, il n'y a pas de hasard, quoi. Là, c'est... Ah oui, là, oui. C'est un signe. C'est un signe. Et donc, après, j'ai regardé à nouveau... oui, parce que... J'ai regardé à nouveau le témoignage parce que je n'avais pas bien capté le message. Le message à la fin, ça voulait dire n'oublie pas le père. N'oublie pas le père. Mais pas le père papa, non, le père, enfin le là-haut, quoi, le grand. Et moi, ça m'a débloqué complètement, quoi. Ok, il y a ceux que j'ai vus qui sans doute sont très spirituels, mais il y a plus haut encore, il y a plus grand que n'oublie pas le père. Et l'ouverture du cœur. Ça, je l'ai gardé, mais j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Je l'ai gardé, c'était justement pour accueillir quand ils sont là. C'est-à-dire arrêter de réfléchir. Tu ne peux pas comprendre, de toute façon. Voilà. Enfin, j'ai du mal à exprimer, mais... Ah, c'est pas facile. C'est vraiment comme ça, quoi. Ouais. On a une image un peu... c'est vraiment cette impression, quoi. Voilà. Ça t'est arrivé de faire des rêves prémonitoires? Non, ça non, mais par contre j'ai fait 2 songes, j'en parle dans... Et ça c'est impressionnant. Parce que souvent, j'entends depuis, des gens disent,
Je pense que j'ai fait un songe. Si tu crois que c'était pas un songe, quand tu fais un songe, c'est incroyable. En général, le songe, dès que tu te réveilles, tu te dis ouais, j'ai rêvé quoi. Non, c'est ça? Non. Non, enfin, je te parle. Le songe, c'est différent du rêve, pardon. Moi, c'est ce que tu voulais dire. Le songe, c'est voilà. juste avant de te réveiller. Ouais. C'est-à-dire que quand le songe est terminé, tu ouvres les yeux, tu es à 100% tout de suite. Tu dis, c'était quoi ça? Tu vois tout de suite, tu n'as pas une phase de réveil. C'était quoi ça? Le songe, le premier rêve, c'était donc un temple juif, puisqu'ils ont fait allusion aux textes anciens. Mais quels textes anciens? Tu sais, moi je suis un peu... moi, il faut me dire... Bon, je pense qu'il parlait de la Bible en fait, tu vois, ou de l'Ancien Testament. L'origine de la Bible, la Torah, enfin l'origine, vraiment, il faut aller chercher loin, je pense. Et l'Ancien Testament, oui. Et donc, c'est ça, quoi, ouais. Je sais plus ce que je disais déjà. C'est pas grave. Ouais. On va faire une petite pause. Ouais. On se retrouve après pour entrer dans le vif du sujet et on va évoquer un peu tout ce qui t'est arrivé pendant, lors de la première, deuxième et troisième observation et ce qui en découle et faire un retour un petit peu, une globase un petit peu de toutes les théories de l'ufologie, toutes les histoires qui sont attenantes en fait à ce... Il y en a, hein. Et c'est pas ce qui manque. Ouais, non, il y a des sujets comme ça, tu vois. D'ailleurs, il est lié, tu as l'amour, c'est un sujet sans fin. Les relations hommes-femmes, par exemple, tu peux en parler pendant des heures et des heures. Tu as l'ufologie aussi, où c'est un sujet, enfin, tout ce qui est de l'ordre du paranormal, tu peux étayer ça pendant toute une vie si tu veux. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de finalité en fait. C'est des sujets sans fin. À tout à l'heure, Thierry. Allez, à tout à l'heure. À de suite.